recevoir maintenant la dernière présentation de la soirée. Donc, présentation de Janie Brisson, intitulée « La polarisation et le biais de confirmation ». Pour la présenter, Janie est professeure adjointe au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM. Elle se spécialise en logique et psychologie cognitive. Dans ses recherches, elle s'intéresse aux biais de raisonnement ainsi qu'à l'automatisation des principes logico-mathématiques au sein du développement cognitif. Accueillons Janie. Bonjour tout le monde. Merci d'abord d'être là. Merci à Bistro Brain et à Raccourci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et oui, donc pour clore cette soirée, je vous parle de polarisation, mais surtout en fait du biais de confirmation qu'on peut voir comme étant sous-jacent à ce phénomène-là, une manière d'expliquer une partie du phénomène de la polarisation. Donc, avant de commencer à parler un peu plus en détail du biais de confirmation, je voudrais vous présenter une phrase qu'on a probablement tous et toutes entendue très souvent dans un contexte qui nous a fait rire dans les dernières années. Cette phrase-là, c'est « J'ai fait mes recherches ». Donc, je l'aime bien cette phrase-là parce qu'elle rappelle en nous des situations qui peuvent être ludiques, des gens qui défendent des opinions qui peuvent sembler extrêmes et des situations qui sont en fait inhabituelles. Et ça, j'aime bien faire peut-être le lien avec la présentation d'avant. C'est pas moi qui dis ça, j'ai fait mes recherches. C'est des personnes exceptionnelles qui défendent des opinions très ludiques. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que lorsqu'on est convaincu de faire très sérieusement et honnêtement ses recherches, rechercher de l'information pour s'informer, défendre une idée de manière objective et informée, est-ce que c'est suffisant? En bref, faire ses recherches avec les meilleures intentions du monde pour défendre une idée raisonnable, est-ce que c'est suffisant? J'imagine que, étant donné que je vous pose la question avec le titre de ma présentation, vous avez compris que la réponse est non. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes tous et toutes sujettes au biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation? C'est une tendance inconsciente. On a beaucoup parlé de biais cognitif depuis le début. Donc, c'est un biais cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire, un biais cognitif? Bien, c'est une tendance inconsciente. On ne réalise pas qu'on est en train de passer un peu à travers un détour qui n'est pas très rationnel. Donc, c'est une tendance inconsciente à favoriser les informations qui... Oups, j'ai pas fait la bonne chose. Le pointeur, voilà, pour vous pointer comment on réagit aux informations qui confirment nos opinions. Lorsque les informations qu'on trouve, qu'on entend, confirment une opinion qu'on a déjà, une hypothèse qu'on a déjà, on va avoir tendance à être très favorable envers cette information-là, de toutes sortes de manières, et on va voir à travers des exemples. Et lorsque, malheureusement, l'information qu'on reçoit contredit notre opinion, notre hypothèse, notre croyance, nos émotions, on va avoir tendance à la juger. J'arrête pas de faire la mauvaise chose. À la juger de manière défavorable, voire même très critique. Donc, c'est le biais de confirmation. C'est des poids démesurés qu'on attribue à l'information en fonction du rôle qu'elle joue pour nos croyances. Commençons par un exemple. Un exemple, une blague, en fait, une petite histoire que vous avez peut-être déjà entendue dans vos familles. C'est l'histoire d'un homme qui est naufragé en mer. Il est naufragé en mer, mais il ne craint pas du tout pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est très croyant et il est convaincu que Dieu va le sauver. Donc, il ne craint pas, il reste dans sa situation et il attend que Dieu vienne le sauver. Après un certain temps, un bateau se présente à lui. Le capitaine du bateau lui dit « Embarquez, je vais vous sauver. »« Non, merci, Dieu va me sauver. »« Non, merci. Merci, mes bonnes gens, je n'ai pas besoin. » Le bateau fait son chemin. Il continue d'attendre. Après un certain temps, une montgolfière passe au-dessus de sa tête. Les passagers disent « Monsieur, monsieur,
Nous allons vous lancer une corde. Nous allons vous rescaper. Ah non, merci, mes bonnes gens. Dieu va me sauver. La montgolfière fait son chemin. Le temps file. Il y a maintenant un hélicoptère de sauvetage au-dessus du monsieur avec une personne entraînée pour venir le rescaper qui dit « Monsieur, attrapez ma main. Je viens vous sauver. » Non, merci, mes bonnes gens, que vous êtes bons, mais Dieu va me sauver. Je n'ai pas besoin de vous. Et malheureusement, dans l'histoire, c'était la dernière tentative pour rescaper ce naufragé en mer. Un athée pourrait dire, voilà la preuve que Dieu n'existe pas. Voilà la preuve du danger de croire en Dieu. Non, cette situation est une preuve que mon opinion est bonne. Eh bien, l'histoire continue et malheureusement, cet homme se retrouve devant Dieu. Il lui dit, mais mon bon Dieu, je vous ai prié, j'ai été un bon croyant, j'étais convaincu que vous alliez me sauver. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Et Dieu lui répond, hey, je t'ai envoyé un hélicoptère, une montgolfière, un bateau. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que face à une situation nuancée, il est possible d'interpréter une histoire, une information qui nous est présentée comme étant une preuve d'une croyance qu'on a déjà. Un athée se dirait, voilà la preuve que Dieu n'existe pas. Et un fervent croyant dirait, mais non, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Voilà la preuve qu'il existe. Et ça, c'est une... Allô? OK. Et ça... Bon, c'est une histoire qui... c'est une blague, hein? C'est une histoire loufoque, mais quand même, c'est une façon de vous démontrer que face à de l'information nuancée, lorsqu'on a une opinion préformée, c'est tout à fait possible de la voir de manière un peu distordue et de l'interpréter comme étant une preuve que notre opinion est la bonne. Maintenant, qu'en est-il des situations qui, très clairement, confirment une opinion, une hypothèse, une croyance qu'on a? Prenons l'exemple de Juliette. Juliette, depuis sa tendre enfance, elle porte un collier porte-bonheur. Dans son collier porte-bonheur, contient un trèfle à 4 feuilles que tout le monde sait être, évidemment, une cause scientifiquement prouvée du bonheur et de la bonne chance. Juliette porte son collier porte-bonheur. Eh bien, Juliette discute avec son amie Marie. Elle se remémore toutes les grandes chances de sa vie, les grands moments où elle a été très chanceuse et très heureuse. Elle se remémore la fois où elle a gagné une compétition sportive. L'enjeu était très serré, mais elle a quand même gagné. Elle avait son collier porte-bonheur. Elle se remémore la fois où, quand elle était enfant, elle était tout petite. Elle était perdue au centre-ville et par hasard, elle est tombée sur sa tante Yvonne. C'était quoi les chances? J'avais mon collier porte-bonheur. Et elle se remémore tous ces moments-là, les grands moments heureux, les grandes chances de sa vie. Elle se dit, voilà, c'est la preuve que mon collier porte-bonheur fonctionne. Mais son amie Marie est très sceptique par rapport à ça, puis elle lui dit, oui, mais pense à toutes les fois où tu le portais et la situation était complètement neutre, où tu n'étais ni chanceuse, ni malchanceuse. C'était tout simplement la vie, nuancée. Juliette ne se souvient pas de ces moments-là. Parce que ce sont des moments non mémorables. Ce sont des moments non mémorables, neutres, qui ne confirment pas la croyance qu'elle a en son porte-bonheur. Donc là, c'est une façon de vous exprimer qu'on se remémore plus facilement les événements, les éléments d'information qui confirment nos hypothèses ou nos croyances. La discussion continue entre Juliette et Marie. Et Marie lui dit, oui, mais rappelle-toi les fois où tu étais malchanceuse. Hein, il y a eu des événements dans ta vie où tu étais très malchanceuse et ça s'est mal passé. C'est mémorable, ça. Juliette lui répond, non, mais c'était pas aussi important quand même. La fois où ma tante Yvonne m'a ramenée à la maison, ça, c'était un gros événement dans ma vie. La fois où j'ai gagné une compétition sportive, c'était tellement significatif. Les moments où j'étais malchanceuse, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qu'elle fait dans ce moment-là, Juliette, c'est qu'elle met beaucoup plus de poids aux situations qui confirment sa croyance, comparativement aux situations qui l'infirment. Donc, c'est une autre manière d'avoir un biais de confirmation. Mais Marie persiste, parce qu'elle est très sceptique.
Elle persiste et elle lui dit « Non, mais Marie, pense aux explications scientifiques, à la théorie des probabilités, on a étudié ensemble. Tu dois bien voir là, que la science contredit ta croyance, ce que tu dis. » Juliette lui répond « Mais de toute façon, mon porte-bonheur est dans ma famille depuis tellement d'années et de générations. Il y a tellement d'histoires qui montrent que ça fonctionne, il doit bien y avoir une bonne raison. » Et ce qu'elle fait dans ce cas-là, Juliette, c'est qu'elle n'est pas du tout critique des sources d'informations qui confirment son hypothèse et elle ignore ou est critique envers les sources d'informations qui viendraient critiquer son hypothèse. Dans ce cas-ci, il y a une raison émotive. Elle a besoin de croire en son porte-bonheur pour toutes sortes de raisons. Et comme tous les biais, lorsqu'on est dans une situation qui génère des émotions, des croyances importantes, des valeurs, le biais de confirmation a plus de chances d'arriver. Ceci dit, il peut arriver dans des situations neutres aussi, mais dans des contextes émotifs ou liés aux croyances, c'est encore plus probable. Mais jusqu'à maintenant, je vous donne des exemples drôles, ludiques, qui vous semblent peut-être hors de votre réalité. Pensons à un exemple un peu plus près de notre réalité de tous les jours. Prenons l'exemple de Mathieu et Félix. Mathieu et Félix se trouvent dans une province qui est en élection. Mathieu, ici, est un fervent partisan du Parti bleu. Et là, je donne seulement les couleurs, hein, ça ne veut rien dire. Mathieu est un fervent partisan du Parti bleu et Félix ne jure que par le Parti orange. Ne faites pas de lien. Mathieu et Félix s'informent tous les deux, très honnêtement, très sérieusement, sur l'état de la campagne électorale et essaient de prédire quel parti va gagner. Mathieu dit à Félix, j'ai fait mes recherches. Et tu devrais voir, hein, le sondage qui a été fait, organisé par le Parti bleu, montre que c'est clair, c'est ce parti-là qui va gagner. J'ai vu aussi que c'est le parti qui est appuyé par la tranche de la population la plus nombreuse. Donc, j'ai de bonnes informations, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est le Parti bleu qui va gagner. Félix lui répond, non, Mathieu, t'as tort, parce que moi aussi, j'ai fait mes recherches. Et tu devrais voir le nombre de commentaires qui critiquent le Parti bleu après le débat. Et partout où je regarde, et j'ai regardé à plusieurs endroits, sur plusieurs sites, plusieurs sources, partout où je regarde, j'entends des gens qui critiquent farouchement le Parti bleu et qui font l'apogée du Parti orange. Donc, c'est le Parti orange qui va gagner. Dans ce cas-ci, autant Mathieu que Félix sont victimes du biais de confirmation. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché, objectivement, sincèrement, de l'information qui confirme leur hypothèse, leur désir. Ils ont oublié de chercher l'information qui la contredit. Donc, ils ont une fausse impression de la réalité, une impression qui est biaisée. Et ça, à l'ère des réseaux sociaux, c'est encore plus important. Comme ça a été dit dans la présentation d'avant, les réseaux sociaux amplifient certains biais cognitifs et très certainement le biais de confirmation. À l'ère des réseaux sociaux qui filtrent l'information, les algorithmes qui filtrent l'information de manière à nous présenter des partages, des nouvelles, de l'information qui nous ressemble et qui nous plaît, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des bulles de filtre. Dans ce cas-ci, Mathieu et Félix sont dans des bulles de filtre qui leur ressemblent, qui est à leur image. Ce qui biaise largement leur impression de la réalité. Et ce phénomène-là, lorsqu'on est pris dans cette trappe du biais de confirmation, peut avoir des conséquences très grandes, voire même graves. Ça peut donner une fausse impression d'objectivité, avoir vraiment l'impression d'avoir fait ses recherches sérieusement. On a l'impression d'être objectif alors qu'on est très biaisé. Ça peut donner, cette fausse impression d'objectivité donne un excès de confiance en nos opinions et en le bien fondé surtout de nos opinions. Ça nous donne l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet, alors qu'en réalité, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Lorsque cette trappe du biais de confirmation continue, sans être identifiée, ça peut mener évidemment à la polarisation des débats entre deux parties d'une médaille qui, au final, en réalité,
auraient beaucoup plus de raisons de s'entendre que d'être en débat, en argument. Mais ça donne l'impression d'être objectif et que notre interlocuteur ne comprend rien et est très biaisé. Et c'est encore là très lié à la présentation d'avant. Dans sa forme extrême, ça peut mener au maintien des croyances face à des preuves qui sont très clairement contraires. Et dans certains cas, même un consensus scientifique n'arrive pas à déloger certaines croyances, étant donné cet excès de confiance et cette illusion d'objectivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce biais-là? Bien, une question qui a été abordée dans les conférences aujourd'hui, il faut d'abord accepter. Accepter le fait que notre cerveau peut nous jouer des tours, malgré nos meilleures intentions, malgré l'impression qu'on peut avoir d'avoir été objectif et non biaisé. Et ça, c'est un pas qui n'est pas toujours facile à faire. C'est pas toujours facile de faire ce pas, mais il est nécessaire. Et c'est le premier pas à faire pour être capable ensuite d'appliquer des stratégies plus directes et plus efficaces pour essayer d'éviter, par exemple, le biais de confirmation. Donc, dans ce cas-ci, on peut essayer de réfléchir aux hypothèses alternatives. On en a parlé aujourd'hui, les hypothèses alternatives, qui expliqueraient les situations qu'on observe. Chercher activement des situations susceptibles de contredire nos hypothèses. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des expérimentations scientifiques. D'ailleurs, les chercheurs aussi peuvent être biaisés et être sujets au biais de confirmation, mais c'est ce qu'on tente de faire. Lorsqu'on fait des expérimentations scientifiques, pensez aux falsificateurs potentiels. Qu'est-ce qui fera en sorte que mon hypothèse serait fausse? Et c'est une question qu'on doit se poser pour éviter le biais de confirmation, pas simplement qu'est-ce que je dois trouver pour que mon hypothèse soit bonne? Qu'est-ce qui fera en sorte qu'elle soit fausse? Je vais le chercher. C'est pas facile à faire, mais c'est nécessaire. Et finalement, c'est possible aussi d'essayer de réfléchir a priori à une procédure de traitement de l'information, d'évaluation des sources de l'information qui nous est disponible, c'est établir une procédure a priori, hors contexte, pour être objectif, et se faire le pari de s'y référer systématiquement, même lorsqu'on n'aime pas le résultat. Merci. Merci beaucoup, Janie. Je vais inviter pour la dernière fois ce soir les gens à venir poser leurs questions au micro ici. Re-salut. OK. Allô, Fabrice? Oui, un gros merci pour ta présentation. Merci. C'est moins clair pour moi. Mettons qu'on veut répliquer ce biais-là en laboratoire, si on veut essayer de tester justement comment est-ce que... tester ce biais-là spécifiquement, comment est-ce qu'on pourrait faire? OK, bien, je peux le faire tout de suite avec la salle, pas juste avec toi, avec la salle. OK, cool. J'ai une règle en tête. Vous ne savez pas c'est quoi. Puis j'ai peut-être l'impression que vous le savez, mais vous ne le savez pas. J'ai une règle en tête et ma règle génère une suite de 3 chiffres. Je vous la donne, OK? La suite de 3 chiffres. Et l'objectif pour vous est de découvrir quelle est la règle que j'ai en tête. Donc, ma règle que j'ai en tête, c'est le 2, le 4 et le 6. C'est une suite de chiffres qui est conforme à ma règle. Maintenant, je vais y aller seulement avec Fabrice, qui peut poser des questions. J'ai le pouvoir, oui. Demande-moi si un chiffre ou un autre est conforme à ma règle. 8, c'est-tu conforme? Oui, c'est conforme, cool. Fabrice. 10, c'est-tu conforme? Oui. C'est-tu juste pair? Ou C'est plus juste 2? pair, Ah non, une règle, plus excuse. 2. J'ai pas mes maths de secondaire 5, excuse. Mais plus 2, oui. Est-ce que c'est pair? Est-ce que c'est plus 2? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé ça? Levez la main, les gens qui ont pensé ça. Plus 2, ben oui, 2, 4, 6, 8. Tout à fait. Mais c'était beaucoup plus simple que ça. Ma règle, c'était nombre croissant. Donc, tu aurais pu me demander, Fabrice, est-ce que 9 fonctionne? Est-ce que 11 fonctionne? Est-ce que 11.2 fonctionne? Et ça aurait fonctionné. Donc, les exemples qui étaient donnés, c'était des exemples qui confirment l'idée. Évidemment, c'est arrangé avec la fille des vues. 2, 4, 6, je vous lance sur la piste du plus 2.
Mais finalement, c'était beaucoup plus simple que ça, c'était nombre croissant. Okay. C'est une manière de tester le biais de confirmation. Bien, merci pour la réponse. Puis bien joué de m'avoir piégé, c'est cool. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Oui, merci pour la présentation. J'avais 2 questions. Première, c'est plus technique. Donc, en sciences et problématiques, avec ce biais de confirmation-là, surtout, c'est problématique quand on essaie de publier des articles scientifiques qui ne répondent pas à l'hypothèse, donc des résultats négatifs. Je regarde l'association entre X et Y, je ne trouve pas d'association, je n'arrive pas à publier. C'est un gros problème que je te donne là, mais et on fait quoi avec ça? C'est difficile. Est-ce que c'est une situation qui représente le biais de confirmation? C'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme idée. Comme exemple, d'abord, pour la publication scientifique, je vais défendre la publication scientifique d'abord dans ma réponse, parce que j'ai le pouvoir de le faire. Lorsqu'on a des résultats qui sont, par exemple, des résultats positifs, le travail des pairs, c'est de trouver des hypothèses alternatives. Donc, trouver des hypothèses alternatives, c'est quand même une manière d'essayer d'éviter le biais de confirmation. Et le fait que l'examen par les pairs existe, on peut le voir comme étant une raison d'éviter, en fait, justement parce qu'on reconnaît que les chercheurs peuvent eux-mêmes être sujets au biais de confirmation lorsqu'on fait l'examen par des pairs qui sont pas nécessairement d'accord avec nous, voire même en total désaccord avec nous. Ils cherchent des falsificateurs potentiels. Maintenant, les résultats négatifs, c'est-à-dire des résultats qui ne démontrent pas, au niveau statistique, une hypothèse. Je sais que c'est un gros problème en sciences. Il y a des personnes qui considèrent qu'on devrait les publier quand même. D'autres considèrent que ces résultats-là, tout ce qu'ils nous montrent, c'est que ça n'a pas marché. Donc, j'imagine que ça dépend vraiment des études aussi, puis des champs de recherche, mais certaines personnes pourraient dire oui, mais c'est parce que en quoi ça nous informe de savoir que ça n'a pas marché? Ça n'a peut-être pas marché juste parce que la mesure n'était pas bonne. Ça n'a peut-être pas marché juste parce que le chercheur, la chercheuse n'ont pas bien opérationnalisé la variable. Donc, c'est perçu comme étant moins d'informations. Mais les résultats négatifs, c'est intéressant que tu aies pensé à ça avec l'idée du biais de confirmation. Effectivement, parfois, ça pourrait nous informer et ça pourrait faire en sorte qu'on est peut-être moins poussé à essayer d'avoir des études qui fonctionnent et être moins biaisé. Parce que c'est très stressant, l'idée que si l'étude ne fonctionne pas, je ne peux rien y faire avec. Je ne peux rien produire. Merci pour cette piste. Et la deuxième question, je me demandais si on pouvait appliquer le concept du biais de confirmation à l'effet placebo. À l'effet placebo? Le biais de confirmation à l'effet placebo. C'est une bonne question. Comment tu le voyais? Mettons, je sais pas. L'exemple le plus classique, ça va être tel médicament va régler tel problème. Parce que je me suis fait dire, donc j'ai en tête, je crois que le médicament va fonctionner et il fonctionne. Puis ça existe, là, l'effet placebo. Il y a vraiment des effets. Puis ça peut même avoir des effets positifs sur certains indicateurs de santé, par exemple. Fait que là, je me demandais si c'était les mêmes processus cognitifs qui étaient à l'avant-plan ou pas pantoute, puis je me trompe. C'est intéressant, en fait. Ça se pourrait. Je ne connais pas d'études là-dessus. Il y en a peut-être, j'en connais pas, mais ça se pourrait, c'est-à-dire qu'on recherche à confirmer ce qu'on nous a dit, les effets, qu'on recherche ces effets-là, et après ça, on entre dans une myriade d'encouragements. Si on dit « je t'ai donné un somnifère », dès que j'ai une petite base d'énergie, je vais me dire « oh, le somnifère fonctionne, ça veut dire que je suis fatiguée », ça me relaxe, ça me donne le goût de dormir, et éventuellement, j'embarque dans un effet boule de neige. Donc, ça se pourrait. Bonne question, merci. Merci encore, Janie, pour ta présentation. S'il y a d'autres questions, j'inviterai les gens à aller peut-être lui poser après, parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire, mais on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup.